Merci à vous d'être venu pour débattre avec moi de ce sujet un peu compliqué, de la situation au Sahel. Je ne vais pas parler de l'ensemble de l'Afrique, je vais parler de la région où il y a actuellement quand même le plus de difficultés en Afrique. Il ne faut pas généraliser ce que je vais dire d'un peu négatif, disons, sur la situation du Sahel à l'ensemble de l'Afrique, mais aujourd'hui, vous avez dans toute cette bande au sud du Sahara, pas partout, parce qu'au Sénégal, la situation est stable, mais dans le Sahel central et aussi maintenant au Soudan et jusqu'à la Corne de l'Afrique en Somalie, toute la bande au sud du Sahara est une zone troublée. Il y a une autre zone troublée en Afrique, c'est le centre, la région qui va de la République centrafricaine jusqu'au Congo RDC. Voilà. Mais le reste de l'Afrique, c'est-à-dire les régions côtières, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, sont heureusement des régions en paix et qui, en principe, continuent leur développement. Alors, la région du Sahel nous intéresse plus particulièrement à cause de notre implication très forte. D'abord, nous sommes la France, l'ancienne puissance coloniale dans la plupart des pays de cette région, ce qui aujourd'hui est un handicap assez important, il faut en être conscient, parce qu'il y a un traumatisme de la colonisation qui ne passe pas auprès de l'opinion publique, surtout de la jeunesse, surtout cette jeunesse qui n'a pas connu en fait cette période coloniale, mais qui considère que beaucoup de difficultés actuelles sont héritées soit du colonialisme, soit de ce qu'ils appellent la France-Afrique, c'est-à-dire un néocolonialisme qui se serait poursuivi, c'est un sujet de débat, après la période coloniale. De mon point de vue personnel, en fait, les pays sont souverains véritablement depuis 1960. C'est vrai que pendant l'époque du général de Gaulle, et je dirais jusqu'à François Mitterrand à peu près, il y avait quand même des relations où la France s'ingérait un peu dans les affaires des pays africains. Mais moi, il me semble que depuis à peu près 40 ans, il y a au contraire une véritable souveraineté. Mais cette question de la souveraineté, vous le savez, est mise en avant beaucoup par les pays africains de la région du Sahel, et qui ont une forte susceptibilité sur le rôle et la présence de la France, y compris la présence économique française aujourd'hui. Alors, cette région est rentrée dans une période de trouble assez récemment seulement, à partir de 2012. Donc il faut comprendre pourquoi c'est arrivé en 2012 et pas auparavant. C'est toute une série de raisons, en fait. Il y a des raisons à la fois structurelles et des raisons conjoncturelles. Les raisons structurelles, ce sont les suivantes. C'est le fait d'abord que cette région connaît une explosion démographique. C'est la seule région du monde pratiquement où la population a une croissance extrêmement rapide, de l'ordre de 3% par an, ce qui arrive au doublement de la population en gros tous les 20 ans. Le record du monde étant le Niger, suivi par le Mali et par le Burkina et le Sénégal, et aussi par le Nigeria et le Congo RDC et la Somalie, c'est-à-dire un taux de natalité entre 6 et 7 enfants en moyenne nationale par femme. Les raisons de ce très haut taux de natalité sont le fait qu'il n'y a pas de retraite, en général pas de système de retraite, et donc les enfants sont un moyen pour les personnes âgées de les aider. C'est aussi une question peut-être culturelle, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de moyens de planning familial disponible en général, qu'il n'y a pas non plus de campagne publique pour une transition démographique, pour espacer les naissances, quel que soit le désir des femmes. Je pense que le désir des femmes serait d'espacer un peu les naissances plutôt que d'avoir forcément un bébé très tôt, puisque le mariage est également très jeune, ça fait partie des raisons de cette forte natalité. Les filles ne vont pas à l'école très longtemps, malheureusement, elles sortent souvent de l'école plus tôt même que les garçons. Et souvent, elles se marient très jeunes. Alors, ça, c'est la première raison structurelle, c'est cette explosion démographique. Et la deuxième raison structurelle, c'est que cette région a des difficultés très importantes pour se développer, parce que d'abord, c'est une région enclavée, je parle du Sahel central, ils sont loin de la côte, donc ça
freine beaucoup les échanges commerciaux, les échanges économiques. C'est un vrai handicap géographique. Ensuite, il y a assez peu de ressources naturelles. Il y a quelques minerais, un peu d'or, un peu de pétrole, etc., mais pas beaucoup par rapport à la population. Et enfin, c'est une région aride pour l'agriculture également, puisqu'on est à la limite du désert et que le désert tend à descendre vers le sud depuis une quarantaine d'années. Pas tellement à cause du changement climatique. En fait, le changement climatique irait plutôt dans l'autre sens, puisqu'il tend à réhumidifier cette région. Il va y avoir dans les années à venir une augmentation de la pluviométrie. Donc en théorie, dans quelques décennies, le Sahara même pourrait redevenir vert. Le problème est en fait lié à l'explosion démographique. L'explosion démographique fait qu'il y a du surpâturage et il y a du déboisement qui a étendu le Sahara. Donc la deuxième raison, c'est cette difficulté à développer l'économie. Démographie, faible économie, ça veut dire que la jeunesse montante ne trouve pas d'emploi. Avec une croissance de 3% par an de la population, les jeunes arrivent à une situation où les créations d'emplois ne peuvent pas suivre. Donc ça c'est le facteur principal, il y a une véritable détresse de la jeunesse, une jeunesse qui ne voit pas son avenir, qui n'a pas d'avenir pratiquement sur place et qui ne peut pas tellement émigrer à cause de toutes les difficultés, toutes les barrières à l'émigration. Elle émigre surtout vers les pays côtiers, mais aller vers les pays du Nord, c'est très difficile. Il y a à la fois des obstacles géographiques et des obstacles politiques et juridiques. Donc c'est une jeunesse qui est en détresse et qui, de ce fait, demande le changement. Et cette volonté de changement, ça explique la vague des coups d'État dans la région, puisque, évidemment, on s'en prend aux autorités qui n'ont pas apporté de solution à la population. Et ça explique aussi le recours à la violence, puisque il se forment facilement des groupes qui se rebellent de façon violente. Alors, on touche ici au troisième facteur structurel, c'est que les États de cette région sont extrêmement faibles. Pour des raisons historiques, ce sont des États hérités de la colonisation en 1960, qui n'ont pas pu développer une administration suffisante. Vous le verrez sur les diapositives, c'est la région du monde où il y a le moins de fonctionnaires par habitant, où le budget est le plus faible par habitant au monde. Donc vous avez des États qui sont véritablement squelettiques et qui, de ce fait, ne peuvent pas offrir des services publics à la population. Et en particulier, les services publics qui font défaut, c'est l'éducation, la formation et l'éducation. Ça tombe mal parce que c'est vraiment très nécessaire dans cette région. Et c'est aussi la police, l'armée et aussi les services fiscaux, puisque les services fiscaux devraient permettre d'alimenter les budgets de ces pays et améliorer cette situation. Or, les services fiscaux fonctionnent très mal et le taux de prélèvement fiscal est le plus bas du monde également dans cette région. Le record du monde, c'est 6% du PNB et c'est le Nigeria. Mais au Sahel, on est autour de 10% du PNB. Bon, vous savez qu'en France, on est à entre 40 et 50%. La recommandation OCDE pour les pays en développement, c'est 25% du PNB. Donc on est à la moitié de la recommandation pour faire fonctionner normalement un État. Donc les États sont dysfonctionnels. Donc vous avez trois problèmes structurels, démographie explosive, mal développement et pauvreté, et État défaillant et dysfonctionnel. Ceci explique en fait l'insécurité dans cette région. Alors, il se rajoute d'autres facteurs qui sont plus conjoncturels, je vais en parler rapidement. C'est la question du djihadisme qui s'est développé à partir de 2012. Alors, pour expliquer le djihadisme, je le fais en détail dans mon livre, je vais être très court. C'est parti véritablement d'Afghanistan pendant l'occupation soviétique de 1979 à 1989. Les Américains et l'Arabie saoudite ont développé le djihadisme pour faire une résistance contre l'occupation soviétique. Et lorsque Gorbatchev a décidé le retrait de l'armée soviétique en 1989, beaucoup de combattants étrangers qui étaient venus en Afghanistan sont repartis dans leur pays, notamment en Algérie. Il y a environ 1 millier d'anciens combattants qui sont allés en Algérie. Et en Algérie, ils ont déclenché une guerre civile dans les années 90 jusqu'à 2000,
qui était due au fait que les autorités algériennes avaient suspendu, avaient annulé les élections législatives, qui étaient un peu les premières élections démocratiques en Algérie. Le premier tour avait été gagné par un parti islamiste. La dictature militaire algérienne a eu peur des islamistes, pourtant des islamistes démocratiques, modérés relativement. Et en plus, c'était que l'Assemblée nationale, donc ils auraient pu avoir un gouvernement de cohabitation. Enfin, ils ont empêché cela. Et de ce fait, la frange la plus radicale de ces islamistes ont formé des groupes armés. C'était le GSPC, le groupement salafiste pour la prédication et le combat, le GIA, le groupe islamiste armé. Et il y a eu pendant 10 ans une guerre civile qui a fait entre 100 et 200 000 morts, on ne sait pas très bien, en Algérie. Ça s'est terminé par, de façon qui est intéressante de connaître parce que ça pourrait être un exemple pour le Sahel. Ça s'est terminé à la fois par une victoire militaire, mais l'armée algérienne, c'était 100 000 hommes, l'armée malienne, c'était 16 000 hommes sur un territoire de taille plus ou moins comparable. Donc l'armée du Mali n'était pas en mesure de faire face à l'insurrection djihadiste, contrairement à l'armée algérienne. Et d'autre part, en Algérie, il y avait des mesures politiques qui ont été prises également pour résoudre cette question djihadiste. En particulier, il y a eu tout un processus de réconciliation avec les repentis, de réintégration dans la vie civile. Voilà. Alors, il y a une frange d'islamistes algériens qui ont refusé cette repentance et cette réinsertion, et ils se sont réfugiés au nord du Mali. Ils sont arrivés au nord du Mali en 2000. Et de 2000 à 2012, ils n'ont pas créé d'insurrection au Mali parce qu'il y avait un deal, il y avait un accord implicite avec les autorités maliennes qui était qu'on ne s'attaquait pas mutuellement, mais en revanche, ces groupes armés algériens qui étaient installés au nord du Mali, ils ont prospéré par des prises d'otages et par des rançons. Ils ont encaissé au moins 150 millions de dollars en rançon, payés par les pays occidentaux essentiellement, évidemment. Et puis, ils se sont mariés sur place, ils ont pris racine, donc ils se sont alliés à des tribus du nord du Mali. Et ils ont, avec cet argent, ils ont recruté, il y avait ces jeunes désœuvrés en liaison avec la pauvreté et l'explosion démographique. Ces jeunes désœuvrés, ils ont été recrutés par ces groupes armés djihadistes qui, en fait, avaient le monopole de l'emploi, le monopole du recrutement. Et ces jeunes, dont les motivations n'étaient pas spécialement religieuses, comme les chefs djihadistes, qui étaient des revendications de survie, en fait, ont été ensuite endoctrinés par ces groupes djihadistes algériens. Voilà, ça c'est la situation de 2000 à 2012. Alors pourquoi ça éclate vraiment en 2012 ? Parce qu'il y a un autre phénomène conjoncturel encore, qui est la révolution, le printemps arabe dans les pays arabes, et en Libye, n'est-ce pas, l'intervention également occidentale, qui accélère la chute du dictateur Kadhafi. Ça, c'était en 2011. Et en 2011, donc, la Libye se décompose. Alors, c'est dû en partie à l'intervention occidentale, mais c'est dû quand même beaucoup aussi au printemps arabe et au fait que la Libye n'était pas vraiment un État, n'était pas non plus une nation. Ce n'était pas un État organisé comme un État normal avec des structures permanentes. Et ce n'était pas non plus une nation dans la mesure où le dictateur Kadhafi, en plus de 40 ans, n'avait pas cherché à développer ni les structures, les institutions d'un État, ni le sentiment national sur le plan culturel. Et donc, la chute de Kadhafi a entraîné une certaine décomposition que l'on observe encore aujourd'hui de la Libye, qui aujourd'hui encore a deux gouvernements et qui est un pays failli, on peut dire aujourd'hui, malgré ses ressources pétrolières importantes. En tout cas, l'armée de Kadhafi, qui était composée en partie de Touaregs du nord du Mali et du nord du Niger, est revenue au Mali et au Niger. Au Niger, il n'y a pas eu de problème parce qu'ils ont été désarmés. Au Mali, ils n'ont pas été désarmés parce que l'État était trop faible et l'État était absent de cette région en pratique et n'avait pas les moyens de désarmer les Touaregs de l'armée libyenne revenus au nord du Mali. Alors, les Touaregs revenus en 2011-2012 se sont alliés aux anciens séparatistes. Il faut rappeler qu'avant 2012, il y avait eu 3 rébellions séparatistes, disons, au nord du Mali, des rébellions Touaregs, qui étaient limitées à la région de Kidal.
C'est une des régions Touareg. La majorité des Touaregs n'étaient pas vraiment concernés par ces rébellions, mais dans la région de Kidal, il y avait déjà eu 3 rébellions. Et lorsque les militaires libyens d'origine malienne et qui étaient des Touaregs sont revenus au nord du Mali, dans la région de Kidal, ils ont stimulé les anciens rebelles en leur disant qu'il faudrait reprendre une rébellion. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ils se sont un peu disputés entre eux sur le leadership de la rébellion. Les militaires formés en Libye ont voulu prendre le leadership de la rébellion. Les anciens leaders des rébellions précédentes n'ont pas accepté, en particulier une personnalité importante qui s'appelle Yad Aggali, qui était un Touareg de la tribu des Iforas, a refusé d'être dirigé par d'autres personnes, et donc il a formé son propre groupe armé. Et lui aussi, il avait évolué sur le plan religieux, parce que il se trouve que le Pakistan en particulier avait envoyé des prédicateurs dans cette région qui ont converti une partie de la population à une forme un peu sectaire de la religion musulmane qui s'appelle la religion Tabli, Jamaat al-Tabli. Et dans la région de Kidal, il s'est formé un noyau de Tabli dont Yad Aggali était le chef. Alors Yad Aggali avait plusieurs particularités. C'est un aristocrate, ce qui est très important chez les Touaregs. Il était d'une famille noble guerrière Touareg. Il était l'homme le plus riche de la région parce qu'il avait servi d'intermédiaire dans les rançons. Donc il avait la légitimité aristocratique, il avait la légitimité guerrière parce qu'il avait conduit les rébellions précédentes, il avait la fortune et il avait en plus la légitimité religieuse puisque c'était le chef des Tablis. Donc avec ces 4 légitimités, il pouvait former un groupe armé qui s'appelait Ansardine. Et aujourd'hui, Yad Aggali est le chef de toutes les katibas ou toutes les rébellions d'obédience Al-Qaïda au Sahel. Pas seulement au Mali, mais également au Burkina Faso et au Niger. Donc Yad Aggali, cette personne. Alors moi, je déjeunais avec lui autrefois parce qu'évidemment, il n'était pas encore djihadiste, il commençait à être islamiste, mais c'était une notabilité dans le Nord. On était obligé, pour un diplomate, de le fréquenter quand même. Ce n'est plus le cas, évidemment, aujourd'hui, puisque c'est un homme recherché par toutes les autorités et que l'armée française n'a malheureusement pas pu éliminer, puisque l'opération Serval et Barkhane visait quand même les chefs djihadistes. Voilà, alors il s'est formé donc un groupe d'Algériens qui s'appelait AQMI. Au départ, il s'appelait GSPC, mais à partir de 2007, il s'est appelé AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il s'est formé ce groupe à base de Touaregs en Sardine. Il y avait aussi de nombreux autres Africains qui se sont un peu fâchés avec les Algériens dans le partage des rançons. C'était souvent des migrants africains qui remontaient à travers le Sahara et qui se trouvaient un peu piégés dans cette région. Ils ont formé un groupe qui s'appelait le Mujao. C'est un autre groupe djihadiste. Et donc vous aviez ces 3 groupes djihadistes, plus le groupe séparatiste proprement dit, qui n'avait pas de connotation religieuse, qui était le MNLA. Alors ces 4 groupes se sont alliés temporairement pour battre l'armée malienne en 2012. Ils ont chassé l'armée malienne de tout le nord du Mali, et pendant 7-8 mois, le Mali a été coupé en 2, le nord ayant fait sécession, jusqu'à l'intervention militaire française de janvier 2013, qui, en principe, a réunifié, je dis en principe parce qu'il y a une nuance importante, a réunifié le Mali. Alors, pourquoi il y a eu cette opération Serval en janvier 2013 François Hollande, à l'époque, avait annoncé que l'armée française n'interviendrait pas au nord du Mali dans cette affaire. Et donc, c'était la ligne française. Il y avait également une ligne européenne qui était d'aider Bamako à reconquérir l'ensemble du territoire. Et pour ça, il fallait former une armée multilatérale africaine qui s'appelait à l'époque la MISMA. Et pour former cette armée, ça prenait 8 ou 9 mois. Et l'Union européenne avait communiqué publiquement qu'il ne serait pas prêt avant septembre 2013. Et donc les groupes djihadistes ont entendu que la France n'interviendrait pas, que l'Union européenne n'était pas prête à intervenir avant septembre 2013. Donc ils se sont dit en janvier 2013, on avait déjà battu l'armée malienne, donc nous pouvons aller nous étendre vers le sud et Bamako pouvait être menacé. C'est ce qu'a pensé
les autorités françaises. Je pense un peu à tort, parce que je ne crois pas que les djihadistes voulaient aller jusqu'à Bamako, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, mais ils voulaient certainement reprendre un aéroport qui s'appelle Sévaré, à côté de Mopti, c'est-à-dire un aéroport dans la région du Nord, qui aurait permis à l'armée africaine, financée et équipée par l'Union européenne, ça aurait été leur base. Donc ils voulaient contrôler toute cette région pour ne pas pouvoir être attaqués par cette force en création qui s'appelait la MISMA. Donc les djihadistes ont entendu ces messages, pas d'obstacle avant septembre 2013, donc on peut descendre vers le sud, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et panique à Paris, il y a 2000 Français qui habitent à Bamako, ils risquent d'être pris en otage, donc on déclenche Serval. Serval, c'est une opération militaire qui vise non seulement à empêcher les djihadistes de descendre vers le sud, mais même carrément les chasser du Mali, si possible. Ce qui s'est passé, c'est que les principales villes du nord du Mali ont été effectivement libérées. Gao, Tombouctou, Ménaka ont été libérées. Ils ont été libérés d'une façon intéressante à noter quand même, c'est que les djihadistes, notamment Yad Ghali, qui était leur chef, a voulu éviter des combats dans la ville pour sauver les vies civiles en réalité. Il a voulu épargner les vies civiles. En fait, c'est un politique. Et il considérait que son mouvement devait continuer, mais qu'il ne fallait pas faire des combats de rue. Donc il s'est retiré dans le désert, dans une région où finalement on n'a pas pu les pourchasser vraiment. Donc les djihadistes se sont en pratique dispersés, mais les principales villes ont été libérées, sauf Kidal. Alors Kidal, il y a eu une faute française qui a été décidée, ce n'est pas l'armée française qui a décidé une chose pareille, ça s'est décidé à l'Élysée forcément, du temps de François Hollande. Il a été décidé qu'on ne libérerait pas la ville de Kidal parce que si l'armée malienne arrivait avec l'armée française, il risquait d'y avoir des massacres de représailles de l'armée malienne contre les Maliens, contre les Touaregs, je veux dire. Et d'autre part, on pensait, à tort ou à raison, à mon avis à raison cette fois-ci, qu'il devait y avoir un accord politique sur cette question du séparatisme. Et que ce n'était pas la peine de traiter ça par la violence, il valait mieux le traiter par la politique. Voilà. Le problème, c'est que la faute française, il y a une faute quand même, elle est double. C'est que nous avons décidé ça tout seul, et il fallait le décider en connexion avec les autorités maliennes. Alors les autorités maliennes, il y avait eu un coup d'État à Bamako en août 2012, mais il y avait quand même un président intérimaire qui s'appelait Diokounda Traoré, et clairement, ça n'a pas été discuté avec lui. Donc la France s'est comportée, je regrette de le dire, comme une puissance coloniale, c'est-à-dire qu'elle a décidé toute seule du sort du nord du Mali, sans que les autorités légitimes maliennes soient décideurs et soient au minimum associés et consultés, mais même décideurs in fine. Et je pense qu'on aurait pu en plus les convaincre, ça aurait été possible, d'éviter un bain de sang entre Maliens et de chercher une solution politique. C'était plaidable, on n'a pas cherché à le faire. La deuxième erreur qu'on a faite, c'est de s'acoquiner, c'est le mot qui convient, je pense, avec les séparatistes de cette région, parce que ces séparatistes, notamment le MNLA, nous disaient à l'époque, les djihadistes sont également nos ennemis. Enfin, la veille, c'était leurs alliés, mais ils étaient devenus temporairement leurs ennemis, parce qu'ils s'étaient querellés dans le nord du Mali, qui avait fait sécession. Et donc, ils voulaient prendre leur revanche sur les islamistes, et donc ils se sont rapprochés de l'armée française. Ils ont rappelé à l'armée française que dans la rébellion de 1916, les Iforas avaient servi l'armée française contre d'autres rebelles touaregs qui étaient les Ouli Minden à l'époque. Là, ce sont les Iforas dans la région de Kidal. Enfin, ces souvenirs historiques, la France, je crois, les avait un peu oubliés, mais sur place, c'était connu. Les Iforas considéraient que la France était un peu leurs alliés. En tout cas, on a fait l'erreur de s'acoquiner avec ces séparatistes. L'ambassadeur de France sur place a protesté, alors peut-être un peu trop publiquement, parce qu'il a été limogé aussitôt. Et en tout cas, on a persévéré dans ce compagnonnage avec les séparatistes. Alors, vous voyez bien que pour Bamako, c'est beaucoup plus grave de s'allier avec les séparatistes que de s'allier avec les djihadistes. Les djihadistes, qu'est-ce qui sépare les djihadistes du reste des autorités maliennes? C'est des querelles un peu théologiques quand même.
C'est évidemment mal de recourir à la violence, mais sur le fond, que veulent les djihadistes? Ce sont des salafistes, donc ils ont une interprétation très particulière de l'islam. C'est plus que des salafistes, c'est des salafistes qui prônent la révolution. Donc ils ont repris une idéologie qui a été développée dans les années 50-60 en Égypte par Saïd al-Qutb, qui était une idéologie contre les régimes arabes laïques à l'époque. Et donc ils veulent instaurer un régime islamiste dans une interprétation très radicale de l'islam, qui est le salafisme. Salaf, ça veut dire ancêtre. Donc en gros, les salafistes rejettent 14 siècles de tradition islamique, veulent soi-disant revenir aux sources, un peu comme les témoins de Jéhovah en France, sauf que eux, c'est par la violence. Ils veulent instaurer, c'est un mouvement révolutionnaire religieux. Voilà. Très bien. Et alors, avec eux, il y avait moyen de négocier quand même. On aurait pu mettre les imams ensemble et discuter des différences théologiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Timbuktu, où on voit un début de discussion comme ça entre imams. Il est évident que cette interprétation violente de l'islam est complètement minoritaire et qu'il était possible soit de convaincre les leaders djihadistes de leurs erreurs sur le plan théologique, soit de trouver au moins un compromis. On pouvait trouver un compromis, je pense, sur le plan religieux. Et donc, c'est ce que pensent en tout cas les autorités maliennes. En revanche, ils pensaient, à tort aussi d'ailleurs, qu'avec les séparatistes, on ne pouvait pas trouver de compromis. En fait, on peut aussi trouver un compromis avec le séparatiste, ça s'appelle l'autonomie, mais dans le symbole, dans la perception, le séparatisme, c'est vraiment la mort du Mali, le Mali coupé en deux, et donc c'est plus grave qu'un changement religieux dans leur esprit. Bon, voilà. Alors donc, nous, on s'est alliés avec le diable pour eux, et donc le ver était dans le fruit dès 2013, n'est-ce pas? À partir du moment où on s'est allié en 2013 avec les séparatistes, on ne pouvait avoir dans les années à venir qu'une succession d'ennuis. C'était clair, c'était évident. Alors, c'est évident pour moi qui suis retourné à Bamako chaque année jusqu'en 2021. Je n'entendais parler que de ça, je suis désolé, ils étaient obsédés par ce sujet. Et le Premier ministre Choguel Maïga, qui a été démissionné récemment, il ne parle que de ça. Pour eux, ils ont dans l'idée que la France veut démembrer le Mali pour exploiter les ressources supposées du nord du Mali avec des Touaregs complices. Et qu'on est derrière même les djihadistes pour mieux déstabiliser toute cette région. C'est le discours officiel aujourd'hui à Bamako. Voilà. Alors, je n'ai pas à parler de Barkhane et pourquoi Barkhane a échoué, mais en deux mots quand même. Barkhane, l'échec de Barkhane était programmé. Vraiment, enfin, j'en ai discuté avec des gradés, même des généraux 5 étoiles de l'armée française. Ils reconnaissent que Barkhane, aujourd'hui, était mal parti, disons, et ils pensent que c'était une erreur d'avoir décidé Barkhane. En 2014, Serval avait terminé sa libération des principales villes et il a été décidé de poursuivre les djihadistes qui étaient répandus, on ne sait pas très bien où, dans le désert, dans le maquis du désert. C'est le principe de l'opération Barkhane. Il y a eu des tas de déclarations tonitruantes des autorités françaises au plus haut niveau, disant même que Barkhane resterait au Mali et aussi d'ailleurs au Niger et au Burkina aussi longtemps qu'il y aurait des djihadistes. Ce genre de déclaration est doublement fautive parce que, d'abord, ce n'est pas à nous de décider de la durée du stationnement de l'armée française dans un pays souverain, c'est quand même aux autorités locales de le décider. Et deuxièmement, il n'est pas question d'éliminer le djihadisme comme ça par les moyens militaires, ce n'est pas possible, il fallait en être conscient. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, les racines du djihadisme, c'est la démographie, c'est la pauvreté, c'est l'état squelettique. Ben, c'est ça qu'il faut régler si on veut régler le djihadisme. Si on ne traite pas ces trois causes, on ne peut pas régler la question du djihadisme. La quatrième cause, qui est la cause religieuse, elle peut aussi se régler par des discussions. Si vous ne réglez pas toutes ces causes, ce n'est pas en tuant les gens que vous allez régler ce problème. Et en plus, en tuant des djihadistes, en fait, les frères, les cousins, la famille des djihadistes génèrent de nouveaux djihadistes pour se venger. Et donc, c'est ce qu'on a observé. C'est-à-dire que Barkhane
a existé au Mali en particulier de 2014 à 2021 et s'est accompagné par une progression constante du djihadisme, à la fois en nombre d'attentats et en extension géographique. Donc l'échec militaire aussi, il était patent. Alors c'est dû aussi au fait, et le rejet final par les autorités maliennes, c'est dû au manque de résultats, c'est vrai, mais c'est dû aussi à l'humiliation de l'armée malienne, parce que l'armée française se comportait un peu comme en terrain conquis. Et d'abord, il y avait une faute française qui n'est pas due à l'armée elle-même, c'est qu'on ne met pas une armée étrangère dans un pays souverain avec un général à la tête. Ça ne peut pas marcher. Il faut mettre un politique à la tête. Il faut qu'il y ait une liaison constante avec les autorités locales. Les liaisons avec l'armée, ça ne suffit pas. Il faut que les plus hautes autorités politiques soient complètement associées à ça et même associées à la stratégie militaire utilisée par l'armée française. On ne peut pas décider ça tout seul dans un pays souverain. Les forces de casque bleu de l'ONU, elles ne sont jamais dirigées par un casque bleu militaire, elles sont toujours dirigées par une autorité civile, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, qui est précisément là pour discuter avec les autorités politiques locales. Et ça, c'est une faute de conception de l'opération Barkhane. Ensuite, tout le reste découle de cela, n'est-ce pas? La communication, l'humiliation de l'armée malienne, etc. Et à la fin, ça a explosé et ils nous ont chassés. Voilà. Alors, on va regarder quelques diapositives. Évidemment, il faudra aussi qu'il y ait des questions, j'espère, mais on va quand même regarder quelques diapositives. Bon, ça, c'est le livre. Alors, ça, c'est... je ne sais pas si on voit bien ici. En fait, il faudrait couper la lumière pour bien faire. Il y aura déjà la lumière du jour, mais ça serait déjà mieux, ouais. Alors, vous voyez que Bon, ça s'arrête en 2022, mais au Sahel, c'est la partie rouge surtout. Vous voyez, à partir de 2014, il y a eu Barkhane, et l'intensité des groupes islamistes n'a cessé d'augmenter. Donc, on n'a même pas pu contenir la progression. Ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que le Sahel, il y a d'autres groupes djihadistes, évidemment en Somalie. Il y en a ici dans cette région de l'est du Congo, il y en a au nord du Mozambique, et il y en a dans le bassin du lac Tchad avec les groupes Boko Haram. Cela étant, l'activité djihadiste au Sahel représente aujourd'hui à peu près 50% des djihadistes dans le monde. Avant, c'était les pays du Proche-Orient et de l'Asie centrale avec l'Afghanistan, où il y avait le maximum d'activités djihadistes. Il y a eu un basculement du centre de gravité de l'Orient vers l'Afrique et vers le Sahel. Le Sahel lui-même, 50% des attentats terroristes dans le monde aux dernières statistiques. Et le pays le plus impacté du monde par le terrorisme, le numéro 1 aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Suivi en numéro 3 du Mali, le Niger n'étant que le 11e à peu près, devant l'Irak qui est 12e, et devant la RDC qui est 13e. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso est plus affecté encore par le djihadisme que le Mali. Ce qui était complètement inconnu jusqu'à 2015 à peu près. Donc ça a mis 3 ans pour passer du Mali au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, ça s'est étendu de façon considérable. Vous avez 2 groupes en jaune, c'est les gens qui relèvent du JNIM, c'est le mouvement de Iyad Ghali qui est inféodé à Al-Qaïda. JNIM, c'est groupement, enfin ça c'est le GSIM en français, groupe salafiste, je ne sais plus ce que ça veut dire, des musulmans, pour l'islam et les musulmans. Et puis vous avez en violet les groupes qui sont rattachés à l'État islamique Daesh. Donc ils sont surtout sur la région des 3 frontières, n'est-ce pas, Burkina, Mali, Niger. Voilà. En Somalie, c'est Al-Qaïda, ici c'est Daesh, ici c'est Daesh, ici c'est Daesh. Donc Al-Qaïda est surtout présent ici et ici. Il y a un peu de Daesh ici et il y a un peu de Daesh ici. Voilà. Donc ces 2 centrales se partagent un peu le mouvement djihadiste. Oui, ça c'est l'extension, je passe vite. Vous voyez, là aussi en violet, c'est l'EIGS, c'est-à-dire État islamique au Grand Sahara, et en rouge, Al-Qaïda. En vert, c'est rattaché aussi à l'État islamique. Ça, c'est les activités par théâtre
en 2022, mais ça a augmenté encore plus vers le Sahel aujourd'hui. Donc le Sahel est devenu le principal théâtre. Vous voyez que l'Afrique du Nord, aujourd'hui, c'est marginal, ça a presque disparu. Le Mozambique commence à jouer un rôle important. Et la Somalie, c'est stable. Alors c'est stable en Somalie. Vous avez une armée de 22 000 militaires qui combattent les djihadistes en Somalie, le mouvement Al-Shabaab. Cette armée, elle est payée par l'Union européenne. Les salaires sont payés par l'Union européenne, ça coûte 22 millions d'euros chaque mois. Mais l'efficacité est nulle. C'est complètement stable. Il ne s'est rien passé en termes d'amélioration. D'ailleurs, l'Union européenne commence à se lasser et a prévu de se retirer. Ça, c'est le nombre de morts jusqu'en 2000. Bon, je vais passer assez vite. Là, vous avez des statistiques plus récentes, puisque ça va jusqu'à 2004, une partie de 2004 en tout cas. Vous voyez que le Sahel est en progression constante depuis 2015, 2016, malgré Barkhane qui s'est retiré en 2021. Alors c'est vrai que ça s'est encore aggravé après le départ de Barkhane, on en parlera de ce qui s'est passé après. Et la région du lac Tchad, il y avait eu un espoir de décroissance rapide jusqu'en 2017, à la suite de l'élection d'un président musulman au Nigeria, et puis malheureusement, ça s'est stabilisé de façon négative ensuite. Et la Somalie, vous voyez, ça ne progresse pas. Alors, ça c'est le nombre d'événements violents. Bon, alors... Alors, en fait, donc, ça fait un peu une redite, mais ça l'illustre. Le Burkina Faso, maintenant, donc je le disais déjà, a pris le leadership, si on peut dire. Alors, ce qui est nouveau un petit peu depuis le départ de Barkhane, c'est que la majorité des victimes sont désormais non pas des djihadistes, mais des civils qui n'ont rien à voir avec le djihadisme ou qui n'ont pas grand-chose à voir avec le djihadisme. Ça, c'est le changement entre Barkhane et les mercenaires russes Wagner. Barkhane, évidemment, était une armée très professionnelle, l'armée française, qui ne tuait que des djihadistes. Alors, au passage, on ne sait pas exactement combien de djihadistes ils ont tués, peut-être 600 en 8 ans, donc disons, dans le meilleur des cas, 100 djihadistes par an. Enfin, c'était en principe des chefs. Le coût était entre 800 millions et 1 milliard, donc chaque djihadiste tué revenait quand même à près de 10 millions d'euros. Donc, il y avait de quoi se poser des questions quand même. Mais enfin, bon, ça, c'est l'aspect financier des choses. Ce qui s'est passé après le départ de Barkhane, c'est que les mercenaires russes ont appliqué une autre technique qui est de considérer qu'il y a de vastes zones du Mali qui sont contrôlées par les djihadistes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les groupes djihadistes imposent leurs lois à des communautés villageoises en leur faisant même signer des accords qui prévoient qu'il n'y a pas de français à l'école, que c'est en langue arabe, qui prévoient que les gens doivent s'habiller d'une façon particulière. Les femmes voilées, les hommes avec un pantalon à la hauteur du genou, la barbe teinte en rousse, des choses comme ça. La façon de prier un peu différente. Ils vont voir les imams et ils leur disent « Est-ce que vous êtes d'accord pour vous convertir au salafisme ?» Si les imams refusent, ils sont libres de refuser, ils peuvent partir. Et sinon, ils se convertissent. Voilà. Et surtout, ils instaurent une justice islamique, la fameuse charia, et un ordre islamique avec une police. Et les populations souvent préfèrent ça, malgré tout. Je ne dirais pas que les populations veulent ça, mais elles préfèrent cela au chaos qui régnait avant. Entre des groupes armés qui les attaquent tous azimuts et un maintien de l'ordre, plus une justice, certes expéditive, mais quand même une justice qui fonctionne mieux que la justice précédente qui était corrompue ou inefficace, finalement, c'est un mode d'administration alternatif. On voit bien quelle est l'ambition du mouvement JNIM relevant de Al-Qaïda, c'est d'instaurer une administration alternative qui gagne petit à petit le pays. Ce n'est pas la technique de Daesh qui sème la terreur partout, qui ne cherche pas à trouver un accord avec les populations. Mais pour revenir aux mercenaires russes, ils se sont dit, nous allons aller dans ces régions qui ont signé des accords avec les djihadistes. Et bien, comme ils ont signé des accords avec les djihadistes, nous considérons que ce sont des djihadistes ou des complices des djihadistes, et ils tuent tout le monde. Ils tuent femmes, enfants,
et civile. Et donc, ça explique le fait que désormais, l'essentiel, on va le voir sur des diapositives suivantes, l'essentiel des victimes sont désormais des civils. On le voit ici, vous voyez, alors ça c'est les violences contre les civils par les forces maliennes et russes. Donc à partir du départ de Barkhane, ça a connu une explosion, une croissance exponentielle. C'est la technique russe et malienne associée aux Russes. Alors, il y a une dégradation plus générale de la sécurité. Donc, on voit bien que Wagner, c'est-à-dire les mercenaires russes, n'apportent pas de solution non plus. Ils n'apportent pas de solution pour les mêmes raisons que Barkhane. Ils ne traitent pas la croissance démographique, la pauvreté et l'état squelettique avec son absence de police et de justice. Et Wagner est intéressé, évidemment. Alors, il y a une autre différence avec l'armée française, c'est que ça ne coûtait rien aux pays africains, évidemment, tandis que Wagner se fait payer cher ses services, et les Russes ne donnent rien pratiquement, ils vendent des armes et se font payer leurs services militaires par des mercenaires. Et en fait, ils cherchent à accaparer les richesses minières. On l'a vu en Centrafrique, où ils contrôlent complètement le secteur minier et même le secteur de l'importation. Et au Mali, on voit bien qu'en ce moment, la France n'est pas présente dans le secteur minier. Le Mali exporte beaucoup d'or. C'est l'un des principaux producteurs d'or aujourd'hui en Afrique. Eh bien, c'est exploité par des sociétés australiennes et canadiennes qui ont les pires ennuis avec les autorités maliennes en ce moment, puisque leurs cadres sont emprisonnés pour la plupart. Souvent, ils envoient des équipes pour négocier de nouveaux contrats. Dès l'aéroport, ils sont arrêtés, emprisonnés, et finalement, ils sont libérés contre rançon, etc. Donc, ça se passe assez mal. On voit bien que, probablement, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais que les Maliens veulent dissuader ces sociétés étrangères, occidentales, australiennes, canadiennes, pour les remplacer par les Russes. De toute façon, l'argent de l'or sert à payer les mercenaires. Donc, ils se sont dit, c'est peut-être plus simple de faire les choses directement. Voilà, alors donc Wagner s'étend. Donc les Russes apparaissent donc comme une alternative dans la mesure où les pays du Sahel central se sont tournés fortement, ont rejeté l'appui français et occidental. Je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse se rebelle, a besoin de changement, donc les coups d'État sont populaires, les coups d'État sont des coups d'État anti-français. Et donc, ils savent qu'ils ont quand même besoin d'une aide étrangère. Ils se sont tournés vers la Russie, mais surtout la Russie cherche à exploiter les fautes et les opportunités laissées par les pays occidentaux. Comme en Syrie, exactement, lorsque les pays occidentaux n'ont pas voulu vraiment aider les rebelles syriens, les Russes sont venus aider Bachar el-Assad et prendre position en Syrie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Eh bien, de même, au Sahel, ils profitent des faiblesses ou du rejet de la France pour venir par opportunité. Alors, au Sahel, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de richesses, même s'il y a de l'or. Ce n'est pas des quantités astronomiques. Et en fait, la motivation principale, je pense, des Russes, c'est plutôt de développer une plateforme de propagande anti-occidentale par représailles contre les sanctions occidentales dues à leur invasion de la Crimée puis de l'Ukraine. Donc, et les Russes sont très habiles à développer sur les réseaux sociaux une propagande anti-occidentale très violente où ils ne se contentent pas d'utiliser les faits existants, ils en rajoutent. Par exemple, ils prennent des acteurs déguisés en militaires français qui exploitent l'or, qui exportent l'or, ce qu'évidemment l'armée française n'a jamais fait, évidemment, et aussi qui donnent des armes aux djihadistes, ce qu'évidemment nous n'avons pas fait, ou bien encore ils expliquent que le franc CFA est un moyen de piller l'économie nationale, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, on observe que les pays du Sahel central, qui sont très anti-français, le Niger a même rejeté complètement toute ambassade, nous n'avons plus rien au Niger, même plus de représentation diplomatique, eh ben, ils ont quand même gardé le franc CFA, voilà, parce que se lancer dans une nouvelle monnaie, c'était un peu compliqué et difficile dans leur situation. Voilà, alors, bon, j'insiste pas là-dessus.
Alors, les violences contre les civils. Donc aujourd'hui, les forces de sécurité, si vous voulez, au Mali en particulier, tuent plus de civils que les djihadistes. Donc, dans ces conditions, ça a un impact important. Ça veut dire que la population rejoint ceux qui les protègent le mieux. Donc, ils rejoignent les djihadistes, en fait. La population a tendance à rejoindre les djihadistes pour se protéger contre l'armée nationale. Donc, la présence de Wagner tend aussi à augmenter le nombre de djihadistes par mesure de protection. Les djihadistes sont des gens armés qui luttent contre leur ennemi principal, qui est l'armée, et les Russes. Donc, vous êtes dans une logique contre-productive, évidemment, en termes de sécurité. Bon, alors ça, c'est juste la carte des conseils aux voyageurs du Quai d'Orsay. Et encore, ça s'est aggravé depuis l'année dernière. Vous voyez que toute la région du Sahel central est en rouge. Donc, il ne faut surtout pas y aller, selon les conseils du Quai d'Orsay. Orange, c'est fortement déconseillé. Et jaune, ce n'est pas non plus très recommandé, c'est vigilance renforcée. Le statut normal, c'est vert. L'Afrique du Sud ou plusieurs pays d'Afrique enfin la plupart des pays d'Afrique même, sont en vert. Mais vous voyez, alors le problème, c'est qu'effectivement, le Ghana, le Bénin, le Togo et le nord de la Côte d'Ivoire et éventuellement la Guinée sont menacés par l'extension géographique des mouvements terroristes, djihadistes. Et en plus, au Nigeria, vous avez ici des mouvements djihadistes. Il y en a deux, en fait. C'est Boko Haram, historique, et puis un autre mouvement plus important qui s'appelle l'ISWAP. Et ici, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des groupes armés, violents, des bandits, en fait, qui vivent de l'économie de la prise d'otages, essentiellement. Donc, dans toute cette région, ce sont des bandits armés. Dans cette région-là, vous avez des affrontements entre les pasteurs et les agriculteurs. J'en ai pas parlé, mais il est évident que l'explosion démographique, l'extension du désert crée des tensions entre les éleveurs et les agriculteurs et que ça dégénère aussi éventuellement en affrontements violents. Et dans le sud du Nigeria, vous avez des mouvements plus ou moins séparatistes également. Et donc, toute cette région est quand même assez contaminée par la violence, ce qui n'était absolument pas le cas. Moi, quand j'étais ambassadeur au Mali de 2002 à 2006, c'était vert, toute cette région. On pouvait se promener absolument partout. Donc cette dégradation, elle est récente. Elle est récente, mais elle va durer, n'est-ce pas? Elle va durer parce que les causes, explosion démographique, pauvreté et état squelettique, ne vont pas disparaître. Et donc ces causes vont durer. Et voilà, ça c'est la pauvreté dans le monde. Oui? On va passer aux questions. On va passer aux questions. Alors, très bien. Voilà, oui, je comprends. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai dit l'essentiel. Le reste, ça risque d'être un peu des redites. Alors, je vous écoute si vous avez des questions. Des aspects ethniques. Oui. Alors, écoutez, au Sahel, il n'y a pas de question ethnique au Sahel en réalité. Et les Sahéliens n'aiment pas du tout d'ailleurs qu'on évoque ce sujet. Parce que, si vous voulez, pendant des siècles, il y a une tradition de cohabitation tout à fait harmonieuse entre les différentes communautés. Les Touaregs font un peu exception dans la région, mais la majorité des Touaregs est loyaliste et contre cette idée d'Azawad. Cette idée d'Azawad, c'est deux tribus Touaregs particulières, c'est les Iforas et les Idnan. Et l'essentiel des autres communautés Touaregs, les Ouliminden, les Kélansar, les Chamanamas et les Daoussak, sont loyalistes. Bon. Et alors, c'est vrai que les pasteurs sont peuls en général, et que les agriculteurs sont au Mali, Bambara ou ailleurs d'autres groupes, et qu'il y a des affrontements. Mais ce n'est pas pour des raisons ethniques fondamentalement, c'est pour des raisons socio-économiques. C'est parce qu'il y en a qui sont des pasteurs qui doivent migrer vers le sud et qui rentrent sur les terrains cultivés que ça peut abîmer, et les agriculteurs se défendent contre les pasteurs, et ça peut dégénérer. Alors, il y a un autre problème quand même, c'est que beaucoup de djihadistes sont d'origine peule et que les djihadistes, dans ce conflit entre les agriculteurs et les pasteurs, ils tendent à favoriser les pasteurs contre les agriculteurs. Et donc, il y a une sorte de biais qui fait que les autorités ont tendance à faire un amalgame en disant beaucoup de djihadistes sont peuls, donc les peuls risquent d'être djihadistes. Et donc, il y a
il peut y avoir localement, mais ce n'est pas un phénomène vraiment massif, une certaine discrimination anti-Peuls. Ça existe en Guinée, mais qui est hors de notre zone, mais au Sahel, c'est quand même peu marqué. Et si vous leur parlez de ça, ça les énerve tout de suite en disant pas du tout, il n'y a aucune discrimination anti-Peuls, etc. Donc, c'est un sujet sensible aussi. Et d'ailleurs, le président Macron l'avait évoqué dans un discours, cette discrimination anti-Peuls. Ça avait provoqué une réaction de rejet très forte au Mali, en disant de quoi il se mêle, il n'y a pas de discrimination. C'était un encouragement à des querelles ethniques, etc. Ils n'avaient pas du tout apprécié. Vous pensez que les pays occidentaux ont intérêt à la déstabilisation de la région pour des raisons essentiellement économiques et que l'OTAN ou les pays occidentaux ou les puissances occidentales financeraient la déstabilisation. C'est ce que disent un peu les réseaux sociaux russes notamment. Bon, enfin, et vous aussi, hein, pas seulement, cette pensée est assez répandue au Sahel. Donc, il faut effectivement répondre. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue, mais sans doute vous garderez le vôtre, mais je vous donne quand même mon point de vue là-dessus. C'est d'abord, l'Afrique a un intérêt économique, l'Afrique, le continent, hein, pas seulement le Sahel, le continent africain a un intérêt marginal pour les pays occidentaux sur le plan économique. Ça, c'est difficile à admettre pour les Africains, mais les chiffres sont parlants. Si vous prenez le commerce extérieur de la France, c'est 3,5% du commerce mondial. Avec l'Afrique, c'est 3% du commerce de la France. Donc on est un peu en dessous déjà de la moyenne internationale dans notre commerce avec l'Afrique. Nous avons 3% de notre commerce avec l'Afrique, 1% avec l'Afrique du Nord, principalement Maroc et Algérie, et un peu Égypte, 1% avec les pays anglophones. Principal partenaire, c'est le Nigeria. On est son 9e fournisseur. On fait 1,3% de ses importations, mais on importe beaucoup de pétrole, 4 milliards de dollars chaque année. Donc le Nigeria est important pour nous à cause du pétrole, mais on le paye, ce pétrole, on l'importe au prix mondial, on le paye au prix mondial. Et l'ensemble des pays francophones d'Afrique subsaharienne, c'est 1% seulement de notre commerce mondial. C'est 1%. Ce sont les chiffres officiels, ils sont incontestables. Toute personne ne les conteste d'ailleurs. Ce sont les chiffres. L'ensemble des pays francophones, c'est 1% seulement de notre commerce. Donc autant dire que si ça disparaît, on ne le verra pas pratiquement. Et c'est essentiellement la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement la Côte d'Ivoire, puisque le commerce avec les pays du Sahel central est extrêmement faible. Ce sont des pays qui ont peu de pouvoir d'achat, on leur importe pratiquement rien. Et ça inclut les chiffres de l'uranium à l'époque où on exploitait l'uranium. L'uranium du Niger, c'est 4,7% de la production de l'uranium mondial. Pour la France, c'était jusqu'à 30% de notre uranium importé. Mais si on n'a plus d'uranium importé du Niger, ce qui est le cas maintenant, on augmente un peu la part du Kazakhstan, qui était déjà de plus de 50%. On augmente la part du Kazakhstan et du Canada. Donc, on n'a pas besoin non plus de l'uranium du Niger. C'est surtout le Niger qu'on a besoin. Le Niger, lui, il est dans une situation difficile aujourd'hui parce que Orano a interrompu, à la demande du Niger, a interrompu son activité. Et pour l'instant, le Niger n'a pas encore remplacé les Français, ce qui n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont intéressés par l'exploitation de l'uranium. Il n'y a que 3 ou 4 pays qui exploitent l'uranium, parce qu'il faut des sociétés spécialisées. Il y a la Russie, mais elle a plein d'uranium chez elle, donc elle ne se précipite pas au Niger. Il y a la Chine. Alors on va voir s'ils sont intéressés, mais à mon avis, ils ne vont pas être intéressés parce qu'ils ont déjà beaucoup investi dans le pétrole au Niger et leur pipeline est explosé par des groupes rebelles. Et en plus, l'exportation vers le Bénin est quasiment impossible parce qu'ils se sont fâchés avec le Bénin. Donc les Chinois ont perdu déjà beaucoup d'argent dans cette affaire. Donc ils vont être assez prudents avant d'investir dans l'uranium au Niger. Donc voilà. Alors maintenant, votre question, elle pose le sujet suivant auquel il faut répondre. Quels sont les intérêts français dans cette région ? Pourquoi la France a dépensé autant d'argent avec Barkhane, jusqu'à 1 milliard d'euros par an, c'est beaucoup d'argent. Et pourquoi la France dépense aussi pas mal d'argent en aide publique au développement ? C'est à peu près 15 milliards d'euros chaque année, l'aide publique au développement. Il n'y en a que la moitié qui va vers l'Afrique, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Eh bien, la raison principale, c'est qu'on craint que cette région, justement, se déstabilise. C'est exactement ce qu'on craint. Parce que si la région se déstabilise, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des risques d'immigration incontrôlée en France. Il va y avoir une augmentation très forte des flux migratoires, même s'il y a des barrières à traverser qui sont compliquées. Néanmoins, il y aura une pression migratoire beaucoup plus forte. Et il y aura même un risque d'extension du terrorisme, puisqu'on a le précédent du Moyen-Orient, où les mouvements Daesh en particulier
ont établi des relations par les réseaux sociaux, par Internet, avec une partie radicalisée, une partie minoritaire, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient très nombreux, de la diaspora arabe en France, moyenne-orientale. Et pour les radicaliser, ils ont pris quelques jeunes de la diaspora moyenne-orientale, mais aussi d'ailleurs des Français, pour un tiers à peu près, pour les radicaliser et qui ont rejoint Daesh ou qui ont organisé des attentats en Europe ou en France. Donc c'est ça qu'on craint. On craint deux choses. On craint en fait trois choses. Une déstabilisation qui créerait une situation humanitaire catastrophique, qui obligerait les pays occidentaux, pour des raisons de solidarité humanitaire, à intervenir quand même massivement pour ne pas laisser les populations mourir de faim et de détresse. Donc il y a un aspect humanitaire qui n'est pas négligeable, et il y a un aspect plus égoïste, franco-français ou européen, qui est d'empêcher que la déstabilisation de cette région déstabilise les États côtiers aussi. Ça va déstabiliser la Côte d'Ivoire. On a des intérêts français en Côte d'Ivoire. Si le Sahel se déstabilise, c'est au détriment des intérêts français en Côte d'Ivoire, c'est au détriment des investissements français en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut surtout pas que le Sahel central se déstabilise. Donc c'est pour ça qu'on luttait contre le djihadisme. Vous dites qu'il n'y a pas de djihadistes, c'est des mercenaires. Non, c'est des jeunes qui ont été recrutés et endoctrinés par des mouvements djihadistes qui ont une vraie motivation religieuse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Yad Ghali, ce n'est pas un agent français. Moi, je le connais, Yad Ghali, dans le temps, il est sincère dans sa conversion religieuse et il veut instaurer un régime islamiste au Mali. C'est ça la motivation. Ils ont de l'argent, ils recrutent des jeunes, ils les endoctrinent. L'OTAN ou les pays occidentaux, ils sont absolument opposés à ça. La preuve, c'est qu'on a envoyé des armées combattre ça. Il y a eu quand même plus de 50 militaires français qui sont morts. Ils ne sont pas morts ils sont morts contre les djihadistes. C'est important quand même. Voilà. Alors, il y a un élément de comparaison intéressant qui est le djihadisme, le terrorisme d'origine chrétienne. Alors, ça choque un peu quand on parle de ça, mais en Afrique centrale, avant toutes les religions ont leurs extrémistes violents. Hein. Les bouddhistes, les hindouistes, les chrétiens aussi. Et les musulmans ne font pas exception, même si on parle surtout d'eux aujourd'hui. Alors, en Afrique centrale, notamment en République centrafricaine, au Congo-RDC et en Ouganda, il y avait un mouvement qui se revendiquait chrétien biblique qui s'appelait la LRA, Lord Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur. Ce mouvement a tué près de 100 000 personnes, c'est-à-dire à peu près autant que tous les djihadistes réunis depuis le début de 2012. Et il a été finalement à peu près, il n'est pas tout à fait disparu, mais il a été à peu près éliminé parce qu'il s'est développé dans les années, à la fin des années 70-80, donc on a beaucoup plus de recul. On a mis 20 ans à peu près pour éliminer ce mouvement par la force essentiellement, grâce surtout à une intervention armée américaine. Les États-Unis ont envoyé des militaires sur place, en Ouganda, en Centrafrique, en RDC, pour combattre ce mouvement. Vous avez encore quelques petits résidus de mouvements terroristes qui se disent chrétiens. Au Congo, vous avez un mouvement qui s'appelle Armée de Jésus-Christ. Vous avez un autre mouvement qui s'appelle Corps du Christ. Alors, c'est des mouvements un peu étonnants pour des mouvements terroristes, des noms étonnants. Voilà, mais les musulmans vous diront la même chose, que les djihadistes, c'est n'importe quoi par rapport à l'islam. Voilà, alors, cette expérience montre que c'est une affaire de 20 ans. Mais au Sahel, si vous voulez, les conditions sont très difficiles. Alors là où on a une responsabilité française et européenne, que j'assume, ce n'est pas exactement la même que celle qu'on vient d'évoquer, c'est le fait qu'on a négligé relativement le Sahel, on a négligé la fragilité de ces régions pendant des décennies en matière d'aide au développement. Notre aide au développement a été saupoudrée sur toute la planète, au lieu de se concentrer là où elle était finalement la plus nécessaire, mais également la plus difficile, parce que aider l'Indonésie ou aider le Mexique, et même la Chine reçoit plus d'aide au développement que le Burkina Faso. Eh bien, aider ces pays, c'est assez facile. Ce sont des pays émergents dont on est sûr que l'aide donnée va être bien utilisée. Quand vous avez un État très faible, squelettique, dans les pays du Sahel, ils ont une capacité d'absorber l'aide limitée, parce qu'il faut administrer l'aide, administrer les projets, administrer l'argent. On a l'exemple de l'Afghanistan où l'aide américaine a été gaspillée, a été détournée, etc. Donc il faut éviter ce genre
l'Afghanistan n'a pas pu absorber toute l'aide américaine qu'elle a reçue et ça n'a rien donné, ça n'a pas créé du développement en Afghanistan. Donc, en tout cas, on ne s'est pas attelé à ce problème. Il aurait fallu renforcer les services fiscaux, renforcer surtout le système éducatif, renforcer la justice, renforcer la police, renforcer les armées. Et on ne s'est pas focalisé sur ces fonctions régaliennes qu'on aurait dû faire. Et là, on a une responsabilité, mais ça fait pendant 40 ans qu'on a négligé ces secteurs. Résultat des courses, les pays ne se sont pas bien développés, leurs États sont restés faibles. Là, avec l'explosion démographique, ça a fini par dégénérer. Voilà. Et je ne pense pas qu'on va régler ce problème dans les décennies à venir. Malheureusement, vous qui êtes jeune, vous allez vivre cette situation déstabilisée du Sahel, je pense, de façon durable. Alors, comment ça peut évoluer? Il y a plusieurs scénarios d'évolution. Moi, je pense qu'un scénario relativement favorable serait qu'ils fassent des États fédéraux, qui s'islamisent un peu plus. Je pense qu'il faudrait qu'ils prennent le modèle turc, probablement, c'est-à-dire qu'ils trouvent un compromis avec les islamistes et qui s'inspirent des frères musulmans plutôt que du salafisme. Qui fasse un peu comme la Turquie. Je pense que ce serait un élément de solution. Un autre élément de solution, ça serait qu'évidemment, ils renouent avec les pays occidentaux pour de nouveau bénéficier d'une aide budgétaire et d'une aide au développement accrue. Et donc, il faut se détourner des Russes, mais ça, ils vont le faire de toute façon au bout d'un moment, et renouer avec les pays occidentaux, qui sont les seuls à les aider de façon désintéressée, contrairement à ce que vous dites. Enfin, notre intérêt, je vous dis, c'est la stabilité de la région. Donc, et beaucoup d'Africains savent que notre aide peut leur être utile. Et donc, on peut essayer d'apaiser un peu la situation politique comme ça, en renforçant les États, en renforçant l'aide et en trouvant un accommodement avec les mouvements religieux radicaux. Et les Russes sont là de façon temporaire. Ils vont se lasser des Russes parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses déjà. Donc là, ils vont se rendre compte qu'ils auront du mal à payer les mercenaires russes. Les mercenaires russes vont demander des mines d'or, des choses comme ça. Au bout d'un moment, il va y avoir une réaction de rejet. Et puis, de même que l'armée française avait été un peu rejetée par les armées nationales, les mercenaires russes sont de plus en plus rejetés par l'armée malienne parce que les méthodes sont différentes, l'espèce de tutelle des mercenaires russes. Et ces mercenaires russes, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est des repris de justice, des gens condamnés lourdement pour des crimes et qui se déchaînent contre les populations. L'armée malienne, au bout d'un moment, se rend compte de ces exactions également. Elle se rend compte que ces exactions sont contre-productives, que ça aliène la population. Et donc, je pense que les Russes vont devoir partir au bout de quelques années, que les juntes militaires vont un peu se déchirer entre elles, entre ceux qui veulent renouer avec les pays occidentaux et ceux qui veulent rester fidèles aux Russes. C'est un scénario assez probable. Mais ça ne sera plus comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une relation privilégiée avec la France. Ça, c'est terminé, je pense, malgré l'histoire commune et la langue commune et la culture commune et les diasporas importantes en France. Ils vont chercher, au contraire, à diversifier pour que les Français soient de moins en moins visibles. Et notre intérêt, c'est d'être de moins en moins visible aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'intérêt économique dans cette région, en réalité, très faible. Et donc, ils vont renouer avec les pays occidentaux, c'est-à-dire avec les États-Unis, le Canada, les pays européens. Oui, ça paraît assez inéluctable. Ils vont renouer aussi avec les pays du Moyen-Orient, dès lors que leur régime sera devenu plus islamiste. La Turquie, les pays arabes, les quelques rares pays arabes riches, c'est-à-dire ceux du Golfe, vont les aider un peu plus, sans doute, un jour. C'est le scénario favorable qu'on peut espérer. Mais ça ne sera plus comme avant, ça ne sera plus la France-Afrique. Hein. Oui. Mais tant mieux. La stratégie française et européenne. La stratégie française, c'est d'abord d'arrêter de faire la leçon, d'interférer dans leurs affaires, de commenter la vie politique dans les pays du Sahel. C'est contre-productif de faire ça. On est l'ancienne puissance coloniale, je l'ai dit au début, c'est un handicap. C'est-à-dire qu'on doit adopter un profil bas. C'est très important, un profil d'humilité. Et même, il faut aller au-delà, il faut faire des cérémonies expiatoires sur un certain nombre de crimes de la colonisation. Tiaroy en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. On a attendu 2024 pour dire que c'était un massacre, il était temps. Et il faut aller un peu plus loin, il faut faire une cérémonie expiatoire, il faut faire des enquêtes précises sur le nombre de gens qui ont été tués, il faut établir les faits, il faut un peu purger cet abcès lié au traumatisme du colonialisme. Alors, le colonialisme n'était pas partout violent, mais il y a eu des exactions qu'il faut reconnaître et dénoncer. Voilà. Et ça, c'est important pour la France. Maintenant, la France, je vous l'ai dit, n'a pas d'intérêt majeur en Afrique, sauf
l'idée que ce continent doit chercher à se stabiliser. Ce continent a des richesses, c'est vrai, mais elles sont très peu exploitées, ces richesses, en fait. On parle de pillage, mais en réalité, les investissements occidentaux se détournent de l'Afrique. Les flux d'investissement, les chiffres sont parlants. Vous avez 40% des IDE, c'est-à-dire des flux d'investissement directs étrangers, qui vont vers l'Asie. Vous en avez 20% qui vont vers l'Amérique latine. Vous en avez 3%, et ce chiffre n'a pas changé depuis plusieurs décennies, vous en avez 3% qui vont vers l'Afrique, et c'est essentiellement dans le secteur minier et pétrolier. Il faut passer de 3% à beaucoup plus. Donc il faut attirer les investissements étrangers en Afrique. Et pour ça, quels sont les obstacles? Les obstacles, c'est l'insécurité juridique, l'insécurité physique, le prix de l'électricité et les problèmes d'infrastructure, et les problèmes de formation des cadres locaux. Voilà, donc il faut traiter ces problèmes si vous voulez attirer les investissements étrangers en Afrique. Mais l'Afrique ne peut pas se développer sans investissement et sans échange de technologies avec les pays occidentaux ou asiatiques, peu importe, qui apportent une technologie, un savoir-faire et qui développent des emplois et des activités industrielles. L'Afrique a besoin de s'industrialiser pour qu'elle cesse d'être juste un exporteur de matières premières. Et ça suppose des investissements. Les investissements, il faut la capacité d'épargne. Lorsque vous avez une explosion démographique avec une moyenne de 6 ou 7 enfants, les ménages n'ont pas d'épargne. Tout va en consommation. S'il n'y a pas d'épargne, les banques locales n'ont pas de dépôt. Si les banques n'ont pas de dépôt, ils ne peuvent pas financer les investissements locaux. Donc on dépend à ce moment-là on dépend de la dette parce que l'épargne, la consommation est supérieure aux exportations en général. Donc il y a un endettement de fonctionnement. Et en plus, pour les investissements, il faut aussi s'endetter ou bien attirer les investissements étrangers. L'endettement, ça a des limites. Donc il faut chercher à attirer les investisseurs étrangers. Et pour ça, il faut s'attaquer aux barrières contre l'investissement étranger. Alors vous avez une barrière supplémentaire que je n'ai pas tellement mentionnée, c'est la barrière psychologique ou culturelle qui fait que les investisseurs étrangers sont souvent vus comme des gens qui viennent piller le pays. Voilà. Alors ce n'est pas le raisonnement à Singapour, ce n'est pas le raisonnement en Chine, ce n'est pas le raisonnement en Asie, mais en Afrique, à cause du traumatisme colonial, le retour de pays occidentaux est généralement vu comme une façon de piller le pays. Si vous mettez des barrières supplémentaires d'ordre culturel et psychologique et administratif aux investissements étrangers, vous allez aussi vers l'appauvrissement, vous n'allez pas vers la création de richesses et d'emplois. Donc il faut surmonter ces problèmes. Voilà. Alors, pour la stratégie des pays européens, il faut apporter de l'aide là où elle est nécessaire, dans les pays les plus pauvres et pas seulement les pays émergents. Et il faut les aider dans les fonctions régaliennes, je pense. Et il faut essayer de favoriser l'investissement, mais pour ça, il faut que les pays adoptent des mesures. Vous savez, il y a un classement fait par la Banque mondiale, Doing Business. Il faut avoir une bonne note dans le classement Doing Business. Ouais. Alors, Areva, ce qui s'appelle Orano aujourd'hui, exploitait l'uranium du Niger. Bon, ça n'a pas empêché Areva de faire faillite, je vous le rappelle. Areva a fait faillite, donc ils ne gagnaient pas tellement d'argent au Niger. Enfin, ce n'était pas leur seule activité, le Niger. Enfin, en tout cas, ça ne les a pas empêchés de faire faillite. C'est à ce moment-là que le budget français a dû les secourir et qu'ils ont changé de nom, qui s'appelle Orano. Ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent avec le Niger, avec l'exportation de l'uranium du Niger. Je crois que le contrat était honnête. La France n'avait pas intérêt à avoir un contrat déséquilibré avec le Niger. Au contraire, Orano était sous pression des autorités françaises qui relayaient les autorités nigériennes pour payer le plus cher possible par rapport au prix mondial. Il y a quand même un prix de marché mondial, l'uranium. Donc ce n'était pas du pillage, c'était de l'investissement là aussi. Il se trouve que cet investissement, il est terminé pour la France au Niger. Bon, mais ce n'est pas grave pour la France, je vous l'ai dit, puisque le Niger, c'est 4,7% de l'uranium mondial exporté. Donc on peut se passer sans problème du Niger. Voilà. Alors l'intérêt de la France, je vous l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas un intérêt économique pour l'essentiel, c'est un intérêt de stabiliser cette région, parce que c'est un intérêt de solidarité humaine, c'est un intérêt aussi pour éviter l'exportation des problèmes africains vers l'Europe. Elles ont un avantage par rapport à la situation avant les putschs, c'est que ces autorités putschistes, les juntes militaires, ont une garde prétorienne de Russes ou de Turcs maintenant. Parce qu'au Mali, il semble que le président Assimi Goïta ait pris des Turcs
parce qu'il se méfie un peu de son collègue de la Défense qui, lui, a une garde prétorienne russe. Donc, pour diminuer les risques, il y en a qui ont des Turcs, d'autres des Russes. Mais l'important, c'est des gardes prétoriennes qui ne risquent pas de faire des coups d'État. Parce que ce n'est pas un général local qui veut prendre la place du chef de l'État, comme on l'a vu jusqu'à présent. Voilà. Alors, tant qu'ils ont les moyens de payer ces gardes prétoriennes, ils sont protégés contre des coups d'État. La France n'offrait pas ce service. La France le faisait autrefois, du temps du général de Gaulle et plus ou moins jusqu'à Mitterrand, mais on a bien vu que l'armée française n'est pas intervenue dans les différents coups d'État au Sahel. Elle aurait pu, elle avait l'armée sur place, elle pouvait parfaitement empêcher ces coups d'État si elle avait voulu. Elle a eu raison de ne pas le faire parce que tout le monde aurait dit de quoi on se mêle, c'est une ingérence, le chef d'État maintenu est devenu une marionnette française, etc. On aurait dit ça plus ou moins à juste titre. Tandis qu'on a dit c'est des affaires entre Africains, ils veulent faire leur coup d'État, laissons-les faire leur coup d'État. Voilà. Mais les Russes sont sur une autre ligne, on empêche les futurs coups d'État. Ouais. Jusqu'à qu'ils partent quand même au bout d'un moment, je pense. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, leur poids sera quand même difficilement ressenti par la population et même par les juntes militaires. Oui, bon. Bon.